Eh bien, merci beaucoup d'avoir bravé la pluie, la tempête et la neige pour venir jusqu'à nous à cette rencontre qui, je dois dire, me tenait beaucoup à cœur. C'est celle de faire avec Rodolphe, refaire le parcours qu'il nous a dessiné dans un paysage de la littérature américaine qui est extrêmement vaste, mais où les personnalités de cette nature ne sont finalement pas si nombreuses. Ce soir, nous allons parler d'une trilogie écrite sur un peu plus de 10 ans, on va dire, à la très très belle enseigne des éditions Finitude, et qui commence par l'évocation sous forme de récits romanesques de l'un des écrivains que je considère, et je pense que je ne suis pas le seul, comme l'un des plus importants de la littérature américaine du XXe siècle, c'est Raymond Carver. Sous ce titre, Devenir Carver, on découvrait Rodolphe Barry, que nous ne connaissions pas, dans une maison que nous aimons beaucoup, qui est Finitude, à laquelle vous êtes d'une fidélité très remarquable. Et je dois dire que ce livre m'avait, à l'époque, profondément ému, parce que j'avais l'impression de toucher du doigt un homme que j'aurais aimé connaître et dont l'œuvre m'a toujours profondément bouleversé. Et puis après, puisque vous êtes un homme, un aventurier, vous êtes attaqué à l'un des plus mystérieux et l'un de ceux qu'on connaît le moins, qui s'appelle James Hadji, sous ce titre magnifique et tout à fait évocateur de son parcours, Honorer la fureur, toujours chez Finitude. Donc James Hadji, on en parlera tout à l'heure. Vous le connaissez sans le connaître parfois, puisque vous avez forcément vu l'un des films dont il fut le scénariste, La Nuit du chasseur de James Lawton et Africa Queen de John Huston. C'est peut-être par ce biais-là que vous le connaissez. Et puis, il est l'auteur d'un livre fameux et fabuleux qui s'appelle Louons maintenant les grands hommes, qui est le récit, peut-être l'un des tout premiers récits d'immersion totale parmi une population, et en l'occurrence celle des métayers extrêmement pauvres de l'Alabama. Et cette immersion, il la réalise avec l'un des plus grands artistes du XXe siècle américain qui s'appelle Walker Evans. Et toutes ces photos, on les connaît. On a tous vu ces photos de paysans qui parfois nous regardent droit dans les yeux et qui, au travers de ce regard et au travers d'une photo presque arrachée à une réalité absolument terrible dont James Hadji nous rendra compte dans ce récit épique, enflammé, d'une compassion sans limite, eh bien, on peut là aussi toucher du doigt la réalité qui était celle de ces gens dans les années 30, juste après la Grande Dépression. Et comme il fallait, pour cette sainte trinité de la littérature américaine, un troisième personnage, eh bien, je dois dire que celui-ci n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de Sam Shepard, sous ce titre là aussi magnifique, Une lune tatouée sur la main gauche. Et comme il faut faire connaissance avec l'auteur, mais on va faire aussi connaissance avec son sujet, je me propose en préambule de lire un petit passage. Je lui présente la bouteille de tequila, et le temps qu'il découvre, curieux et amusé, mon édition originale de Rolling Thunder, son récit de la tournée mythique de Bob Dylan, j'observe la demi-lune tatouée entre le pouce et l'index de sa main gauche. Lune de novembre, son mois d'anniversaire. Lune des jeunes faucons selon le calendrier Hopi. Tatouée après avoir joué Wipe Out de The Ventures 2 nuits et 3 jours durant sur sa Gibson Les Paul, une transe rythmique et initiatique à l'apogée de laquelle il finit par lécher les cordes de sa guitare au goût de sang et d'acier, aussi puissant que celui d'une chatte, dira-t-il. Cette lune marquera le règne de son esprit animal. Patti Smith, sa compagne de l'époque, choisit au cours de cette séance de se faire tatouer un éclair sur le genou en hommage au chef indien Crazy Horse. La scène se passe au Chelsea Hotel, New York 1969. Ils ont 25 ans. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Pascal et bonsoir à tous. Alors moi, finalement, je ne savais pas très bien quelle première question poser, et celle qui m'apparaît assez immédiatement en lisant ce passage, j'ai l'impression que au travers de cette trilogie,
tu as tenté d'écrire le récit de 3 jeunesses idéalistes, 3 quêtes enfiévrées, 3 luttes contre eux-mêmes, de 3 hommes qui ont chacun à leur manière incarné une Amérique au bord de l'abîme, une Amérique de ceux qui vont se donner à fond et peut-être périr pour ce qu'ils ont pourchassé. Est-ce que cette première définition, avant d'en découvrir d'autres, te convient? Oui, très bien. On peut la compléter, peut-être, essayer. Ce sont 3 écrivains brûlés par le désir d'écrire, brûlés par le feu de l'écriture. Ça, c'était indispensable pour moi. C'est ce qui a fait qu'il y a une véritable rencontre. Déjà, en premier lieu, ce sont des rencontres avec des écritures, avec une écriture à chaque fois différente. Ce sont 3 trajectoires, 3 hommes qui ont lutté contre eux-mêmes, contre leurs démons, et qui ont essayé de s'élever, qui ont essayé de se comprendre et de mieux se connaître. C'est-à-dire que dans les 3 cas, je peux dire que l'écriture a été pour eux aussi un instrument d'exploration intérieure qui leur a permis d'évoluer, de s'affranchir de tout ce qui pouvait les gêner, tout ce qui pouvait faire qu'ils n'étaient pas véritablement eux-mêmes, qu'ils n'avaient pas atteint leur véritable dimension, qu'ils ne s'étaient pas vraiment rencontrés. Et ce sont 3 œuvres, certaines brèves, d'autres plus conséquentes, mais ce sont 3 combats dans ce sens-là. Et c'est vraiment ces trajectoires de 3 personnes qui ont cherché à s'élever, en quelque sorte, qui a été le déclic pour moi. Alors ce sont 3 êtres humains qui ont lutté à bras-le-corps avec la vie. On va commencer par le dernier que vous avez choisi d'évoquer, Sam Shepard. Alors on le connaît tous, on connaît les rôles qu'il a incarnés. On pense à Chuck Yeager, le pilote d'essai, le pilote expérimental qui le premier va franchir le mur du son dans les années 50 dans un avion à réaction, incarnation ô combien mémorable d'un acteur. Mais Sam Shepard, ça n'est pas que ça n'est pas qu'un acteur. Alors, certains d'entre nous connaissent ses nouvelles et ses récits. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il est probablement l'un des plus grands dramaturges du XXe siècle, avec Tennessee Williams et Eugene O'Neill. Pourquoi cette notoriété s'est finalement arrêtée au seuil de notre connaissance? Comment se fait-il qu'on ne retient de lui que ces quelques rôles dont il disait qu'il jouait, lui, pour pouvoir se permettre cette vie qui était la sienne et dont on parlera tout à l'heure? Comment se fait-il qu'on le connaisse aussi mal, Sam Shepard? Alors, il n'a pas soigné véritablement sa filmographie. Le cinéma est rentré dans sa vie par hasard. C'est Terrence Malick qui est venu le chercher pour jouer un rôle dans Les Moissons du ciel. C'est son premier rôle et c'est ce qui l'a rendu un petit peu célèbre. Mais c'était vraiment par hasard. Il a fait ça pour l'argent parce qu'il avait des difficultés à l'époque. Et en fait, lui, il a toujours considéré le cinéma comme un moyen de gagner de l'argent qui lui permettrait d'avoir du temps pour écrire. C'est-à-dire que quand je me suis documenté sur lui, quand j'ai fait des recherches, il y a une phrase qui, pareil, qui a fait tilt. Je fais du cinéma pour pouvoir nourrir mes chevaux et pour pouvoir écrire comme je le veux. Ça, c'est la phrase de quelqu'un, on se dit « Ah bon, d'accord ». Et en regardant de plus près, effectivement, il a passé toute sa vie à écrire, c'est-à-dire depuis il est arrivé à New York à la fin des années 60, il avait 22-23 ans. Il n'a cessé d'écrire, des pièces de théâtre, beaucoup, tout de suite montées à Broadway et dans tout le pays. Au total, il a écrit plus d'une 50aine de pièces qui ne sont pas traduites en France, donc on ne pouvait pas le savoir. Et également écrit 6 recueils de nouvelles et de textes brefs, plus une correspondance à laquelle on peut accéder aujourd'hui qui vient de paraître. Et il y a encore des choses, il y a encore de la poésie, il y a encore des scénarios, il y a encore... Donc, on découvre vraiment une œuvre importante, et je dirais qui est celle d'un écrivain de tout premier plan. Je le considère presque, moi, à l'égal d'un Raymond Carver, par exemple. Et ça, évidemment, en France,
on n'en avait aucune idée parce que le premier livre que j'ai lu, moi, de lui, c'était Lune Faucon et Motel Chronicle. C'est paru dans les années 80, 90, mais de façon disparate chez différents éditeurs. Et ce qui fait que la réception de son œuvre a été brouillée en quelque sorte. On ne l'a pas identifié tout de suite. Il n'y a pas eu une presse terrible. Et comme ça, nous sont venus des parutions tous les 7-8 ans, tous les 10 ans. Voilà, et on ne s'est jamais rendu compte que tout ça, mis bout à bout, faisait un immense écrivain. Et c'est ce que j'ai voulu, dans ce livre, raconter. C'est un peu portrait de Sam Shepard en écrivain. Parce que c'était vraiment la grande affaire de sa vie. Alors, excuse-moi Rodolphe, mais tu ne racontes pas que ça, puisque le livre débute sur l'annonce de sa mort. C'est un début que je qualifierais de très rodolphien ou bariste, très factuel. Et puis, très vite, arrive une scène tout à fait étonnante et mémorable et qui nous permet de plonger pleinement en fait, dans le flux de cette histoire, où tu racontes comment, avec un culot quand même qu'on pourrait qualifier de phénoménal, tu es allé à sa rencontre. Raconte-nous cette scène. Donc tu prends un avion, tu descends à Isla Morada, en Floride, tout près des Keys, et là, tu vas tenter de rencontrer ton idole. Alors, le narrateur va tenter de rencontrer sans blague. Idole. Donc, oui, il s'est mis en tête qu'il avait des choses à dire à Sam Shepard, qui est un écrivain qui le fascine. Et peut-être, histoire de le rencontrer, de lui dire des choses, et peut-être de mieux comprendre pourquoi cette fascination pour cet homme, pour cet écrivain. Donc une rencontre a lieu, et cette rencontre, elle va permettre au narrateur de vouloir mieux comprendre cette fascination et de raconter sa vie, de plonger, de s'immerger dans la vie de Sam Shepard pour essayer de comprendre pourquoi cet homme est ce qu'il est, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu ce qu'il est, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui fait qu'il incarne aux yeux de ce narrateur l'écrivain idéal en quelque sorte. C'est plus qu'un écrivain, c'est aussi un homme très charismatique qui dégage quelque chose de très fort, qui incarne malgré lui une sorte de mythe américain, on a parlé de lui comme le nouveau Gary Cooper en Denim. Il incarne quelque chose, et ça, il faut aller voir, il faut comprendre, qu'est-ce qu'il incarne, qu'est-ce qu'il y a derrière cette belle gueule, cette gueule de cow-boy, quelle est cette profondeur qu'on devine. Et c'est tout l'enjeu du livre, d'aller raconter cette vie très très riche, et beaucoup plus riche qu'on ne pourrait le penser. Alors il y a la définition que donne de ce qu'il dégage Patti Smith. Est-ce que tu la connais par cœur avec sa bouche de cow-boy, un Jésus rock'n'roll avec une bouche de cow-boy. Oui, il avait les cheveux longs quand il était jeune. Il incarnait vraiment, quelque chose de... Je vois ce qu'elle veut dire. Il était très très charismatique. Donc, elle était fascinée tout de suite d'ailleurs. Alors il y a quelque chose qui transparaît quasiment dans sa manière d'être, dans sa gestuelle, dans sa façon, et c'est certainement ce qui a attiré les cinéastes, dans sa façon d'être. Et voici comment tu le traduis dans ce livre. Le style, c'est aussi la manière d'allumer une cigarette ou de boire une bière à la bouteille. Certains font ça très mal, d'autres avec grâce. Regarde les gens allumer leurs cigarettes, tu sauras qui ils sont. C'est Sam Shepard qui parle. Beckett avait du style, c'est sûr. Il a créé sa langue. Pas facile d'écrire sur rien, de dire la vie et la mort dans une même réplique. Il est très influencé par Beckett, je dirais même physiquement d'une certaine manière, et ils se rejoindront bien plus tard malheureusement dans une sorte de figure émaciée, très ascétique. Raconte-nous un peu l'influence que Beckett a eue sur son travail de dramaturge et aussi sur le but qu'il a poursuivi en écrivant. Sam Shepard est né en Californie dans un milieu assez modeste, un milieu difficile parce qu'il avait un père violent, alcoolique.
Et il a eu une enfance, enfin une adolescence assez difficile. Donc il s'est échappé tout de suite de cette famille pour faire sa vie. Il est parti à New York et tout de suite il s'est mis à écrire. Et à cette époque, il rencontre le théâtre de Beckett qui est pour lui vraiment un choc. Le coup de hache dont on connaît chez Kafka l'influence qui fait que ça lui apporte une liberté parce qu'à l'époque le théâtre était très conventionnel et il a senti d'emblée qu'il fallait écrire d'une façon nouvelle. Il y avait la guerre du Vietnam, il se passait des choses importantes, lourdes, et il fallait trouver une sorte d'écriture qui correspondait à cette ambiance. Et Beckett lui a apporté ça, une sorte de liberté dans le langage, plus de convention, et puis un langage très précis, très aiguisé, des images très fortes. Et toute sa vie, Sam Shepard a été guidé par Samuel Beckett, même jusqu'à la fin. Il a lu, relu Beckett, c'était vraiment son guide. Et je dirais même que ces derniers textes ont suivi un peu le cheminement de Beckett en allant vers une sorte d'épure, comme ça, où le langage est presque explosé, où il n'y a plus que quelques images, quelques mots, jusqu'à une raréfaction du langage qui finirait presque par s'éteindre. Et oui, ça a été une des grandes influences littéraires de sa vie. Ouais. Alors il écrit avec frénésie, mais lorsqu'il est jeune, il se rêve rockstar. Alors il est batteur, il joue un petit peu de guitare, mais il va surtout être le batteur d'un groupe dont on a un petit peu perdu la mémoire, les Holy Model Runners, dont un morceau figure à la bande originale de Easy Rider. Comment se fait-il qu'il n'ait pas parvenu à faire son chemin en musique? Était-ce parce qu'il était médiocre musicien ou parce que l'écriture l'avait attrapé par ailleurs? Un petit peu les deux. Il se réveille rockstar. Il rêvait d'être le batteur des Stones ou des Beatles. Et puis quand il a intégré ce groupe-là, ils ont enregistré 2 albums, ils ont fait des tournées, il a découvert la réalité d'une vie de groupe de l'époque. C'est pas mal de défonces, pas mal de fatigue. Et finalement, il s'est rendu compte que c'était pas vraiment sa vie. Et puis je pense qu'il aurait été un batteur limité. Et évidemment, tout en gardant des acquaintances très très fortes avec la musique, tout au long de sa vie également, il a joué de la musique. L'écriture, il a eu très jeune le prix Pulitzer pour une pièce, qui fait qu'il a eu des opportunités de faire des résidences dans des grands théâtres américains, San Francisco notamment, et à partir de ce moment-là, il s'est vraiment engouffré dans l'écriture. Alors moi, je voudrais revenir sur un petit élément. On va essayer de ne pas faire de psychanalyse, mais il se trouve que dans la transversalité de ces 3 destins, il y a quand même la place du père qui n'est pas rien. Le père de Carver, le père de James Hadji et le père de Sam Shepard ont en commun d'avoir été des pères compliqués, des pères souvent violents et alcooliques, et qui vont laisser une empreinte très, très, très marquée sur le destin de leur fils. Et ça va d'une certaine manière les guider dans ce chemin difficile de l'art et de l'écriture, et en même temps les empêcher. Est-ce qu'on est quand même toujours un peu freiné par ce père si lourd dans sa propre histoire? Alors oui, dans ce cas-là, dans les 3 cas, là, il y a eu un père absent. Même si le père de Raymond Carver, il s'entendait plutôt bien avec son père, mais il a été très important dans sa vie. James Hadji a perdu son père alors qu'il était tout enfant, et Hadji n'a eu de cesse par l'écriture de retrouver son père pour le faire revivre en quelque sorte, lui redonner vie en allant à rebours de sa vie pour écrire à la fin ce récit d'enfance où la nuit son père part en voiture et a cet accident qui va le laisser orphelin, et c'est une mort dont il ne se sera jamais véritablement remis. Quant à Sam Shepard, gros problème avec le père aussi. Et là, c'est plutôt une lutte, puisqu'ils en sont venus aux mains. Enfin, c'était la guerre en permanence. Et tout au long de sa vie, il a essayé de se défaire de cette influence. Parce que son père, cette violence de son père, son alcoolisme, ce côté buté, il le retrouvait parfois en lui. Il sentait que ça bouillonnait dans son sang et il voulait tout faire pour ne pas ressembler à son père. Mais parfois, il était rattrapé par ça. Lui-même a connu l'alcoolisme, lui-même a pu être violent, lui-même a fait des conneries. Et dans ces moments-là, il se sentait comme attaché à ce père dont il ne pouvait pas se libérer. Donc oui,
c'est peut-être 3 cas différents, mais 3 cas où il y a eu une influence très très forte du père. Ouais. Est-ce que c'est ça qui va peser aussi dans les relations qu'ils auront avec leurs femmes, avec relations amoureuses, orageuses et compliquées? Bah, je pense que ça a dû jouer un rôle, même si dans le cas de James Hadji, c'est sa mère qui était une catholique bigote de première qui a un peu foutu en l'air son rapport aux femmes. Parce qu'elle l'a pas aimé comme il aurait lui aimé. Elle l'a mis en pension, enfin, il a souffert du manque d'amour de sa mère. Et je pense que ça a vrillé son rapport aux femmes. Quant à Carver, je pense pas que ça ait beaucoup joué dans sa vie amoureuse. Shepard, peut-être, il y avait quelqu'un de sanguin, il y avait un caractère difficile qu'il a fallu un petit peu qu'il apprenne à connaître. Il a fallu qu'il s'affranchisse de plein de choses qui l'empêchaient, qui brouillaient sa clarté d'esprit, qui brouillaient ses agissements en quelque sorte, qui n'était pas véritablement lui-même. Et ça, je pense que ça venait aussi de ce rapport au père qu'il a dû vraiment éclaircir et mettre à jour. Ouais. Quand on se rapporte aux femmes, oui, Shepard a été un grand amoureux, mais il a quand même vécu des histoires passionnelles importantes sur de longues années. Donc, Bon, il y a sa première femme, Holland Jones, qui va prendre une place tout à fait importante dans sa vie, sur la durée, mais surtout qui va être la belle-fille, qui était la belle-fille de son beau-père, donc Johnny Dark, qui va être son ami, son point de repère en fait dans cette traversée de la vie. Beau-père, ils ont quasiment le même âge, il est peut-être un tout petit peu plus âgé, mais ils vont avoir cette correspondance. Et Johnny Dark va être celui qui finalement valide un peu ces différentes étapes et l'encourage à aller plus loin, même lorsqu'il se sépare de sa belle-fille, de la fille de sa compagne, pour se marier, pour suivre celle dont il est tombé amoureux lors d'un tournage, qui n'est autre que Jessica Lange. Oui, alors... tout est un peu imbriqué. Tout est imbriqué. Pour faire le résumé un peu de cette vie, Sam Shepard s'est marié très jeune, enfin il avait 25 ans, avec une femme qui est un peu plus jeune que lui, Holland. Il se trouve que le père de Holland est devenu le meilleur ami de Sam Shepard. Ils sont devenus comme deux frères. Et ils ont échangé une longue correspondance. C'était des confidences. C'était vraiment une rencontre incroyable. Et ils ont passé 12 ans ensemble à vivre comme une sorte de tribu. Dans un ranch de Californie, ils élevaient des chevaux. Puis Sam Shepard écrivait, montait des pièces à San Francisco en faisant un peu de cinéma. Et après une dizaine d'années, Sam Shepard a rencontré Jessica Lange et ça a été vraiment, pour lui, il l'a dit, l'événement le plus important de sa vie, c'est cette rencontre avec Jessica Lange qui fait qu'il a dû tout quitter du jour au lendemain, le ranch, sa femme, son fils, et ça a été un véritable déchirement qui l'a longtemps fait se sentir coupable, mais il ne pouvait pas ne pas aller rejoindre Jessica Lange, qui commençait à être très connue. Elle avait eu un Oscar, je crois déjà, et puis elle avait joué dans King Kong. Et voilà, pour vivre cette histoire qui va durer 20 ans. Et pendant ces 20 ans, Sam Shepard et Johnny Dark, donc le père de sa première femme, vont échanger sur l'amour, sur la littérature, sur la création, sur les drogues, sur la vie, sur la mort. Enfin, vraiment, c'est une correspondance très très riche où les deux hommes vont se livrer, vont s'encourager, vont s'aider véritablement, parler de leur travail, parler de leur rapport à la vie. Et voilà, c'est une correspondance qui s'étend, je crois, sur près de 40 ans et qui est magnifique. Ouais. Alors un volume a paru ces derniers temps chez un petit éditeur qui s'appelle Mediapop. Ouais. Très belle édition d'ailleurs de ces lettres qui sont illustrées de photographies plutôt inédites dans l'ensemble. Quel a été votre rapport avec Johnny Dark, qui vous a quand même pas mal aidé Johnny Dark, à cheminer dans la vie de Sam Shepard? C'est celui qui a le mieux connu finalement Shepard sur la plus longue durée.
Ils sont restés amis jusqu'à la fin de la vie de Shepard, qui est mort à 73 ans. Ils se connaissaient depuis presque 50 ans. Donc c'est lui c'est Johnny Dark qui l'a oui, le mieux connu dans différentes époques, avec différentes femmes même. Et finalement, c'était la personne la plus apte et la plus... voilà, qui pouvait le mieux parler de Shepard, je pense. Je crois qu'il a même mieux connu Shepard que Jessica Lange, je crois, parce que Shepard n'a pas toujours tout dit, il pouvait ne pas tout dire, alors qu'eux, ils se disaient tout. Et donc, ils étaient vraiment dans le secret l'un de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai fait intervenir Johnny Dark, pour qu'il nous raconte Shepard, parce que c'était la personne qu'il fallait faire intervenir. Est-ce que vous avez trouvé pour Hadji et Carver une source aussi précieuse et vivante? Non, malheureusement, parce que moi, quand j'ai commencé à écrire, c'est aussi peut-être un des points communs des 3 livres, c'est que je veux toujours... je ne pourrais pas écrire sur quelqu'un s'il existe déjà quelque chose. C'est pas par prétention ou c'est que je veux essayer d'aller fouiller, vraiment d'aller construire quelque chose, d'apporter quelque chose qui n'existe pas. Et quand j'ai commencé à écrire sur Raymond Carver, en France, on n'avait rien sur Raymond Carver. On avait 10 lignes et c'était toujours les mêmes, écrivain de prolétaire, voilà, alcoolique, qui a fini par avoir un peu de succès à la fin de sa vie avec ses nouvelles, mais c'était très réducteur. Et c'était très, très pauvre et très réducteur. Et c'était très limité. Donc il fallait à chaque fois que j'allais vraiment faire un gros travail de recherche, recouper des informations, accumuler des témoignages, pour avoir une vision globale d'une trajectoire, parce que c'est vraiment la trajectoire qui m'intéresse. Et non, j'avais pas eu il n'y avait pas de source comme Johnny Dark, pas de correspondance qui existait à l'époque, donc c'était un plus lourd travail que celui-là. Pareil pour Hadji, il n'y avait rien du tout. Il y avait une page dans l'On maintenant les grands hommes et la date de naissance était fausse. Donc il a fallu vraiment aller tout chercher, lire tout ce que j'ai pu lire là-bas. Pareil, il y a une correspondance d'Hadji qui n'existe pas, qui n'est pas traduite en français, qui est magnifique, qui s'appelle Les lettres au père Fly. Il y a une correspondance qu'il a conduite sur toute sa vie. Donc ça a été des mines pour moi, où j'ai pu accumuler des renseignements, des informations, des événements. Et après tout ça, parce que ça, ce sont que des informations, il faut faire vivre tout ça par l'écriture. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de rendre les choses vivantes. C'est vraiment qu'on sente Shepard, qu'on le voit, qu'on le sente, oui, qu'on le voit vivre, qu'on l'entende, qu'on voit par ses yeux, qu'on sente par ses pores. C'est vraiment, je veux qu'il y ait une véritable rencontre. Et ça, je pense, ça passe par l'écriture, et ça m'est vraiment très important pour moi. Alors tout à l'heure, je n'ai pas cité un autre livre que vous avez publié et qui a été repris aux éditions Finitude, qui est un recueil de nouvelles qui s'appelle Entre les Rounds, qui sont un ensemble, qui forment un ensemble qui évidemment nous ramène à vos héros. Et je me suis posé la question en rêvassant, est-ce que Sam Shepard a lu Raymond Carver? Et s'il a lu, parce que c'est un grand lecteur, très très grand lecteur, et s'il a lu Raymond Carver, il n'a pas pu ne pas s'arrêter sur ces quelques lignes de Carver que vous citez en exergue de votre recueil de nouvelles, qui sont celles-ci, qui sont tirées d'une des histoires de Les Feux, un de ces recueils. Toutefois, au passage, j'ai appris un certain nombre de choses. Par exemple, qu'il valait mieux me plier aux circonstances, sous peine d'être brisé. Et aussi que l'on pouvait plier et être brisé quand même. Ça peut être un sacré résumé d'une vie comme celle de Shepard ou de Hadji. Oui, et pour répondre à votre question, Sam Shepard connaissait Raymond Carver, parce que Carver est mort en 88, donc il a eu une dizaine d'années où toute son œuvre quasiment est sortie. Donc Shepard, qui lisait beaucoup, très cultivé, a lu Raymond Carver, et je trouve d'ailleurs qu'il a dû y puiser aussi une certaine conception de l'écriture, une même conception de l'écriture. Ce sont des écrivains qui écrivent simplement, apparemment simplement, qui écrivent quelque chose de très concis, de très évocateur, des images très fortes, qui refusent les fioritures, qui refusent les métaphores, et qui sont en prise directe avec la vie. Et ça, c'est vraiment
que ce soit dans les textes, les nouvelles ou les textes brefs de Shepard ou les nouvelles de Carver, on sent cette concision, cette puissance retenue chez eux, quoi. Donc forcément, je ne sais pas si Carver a lu Shepard, mais je sais en tout cas que Shepard a lu Carver. J'ai le sentiment aussi que ce qui peut relier ces trois auteurs qui sont les sujets de vos livres, c'est que ce sont des écrivains qui ont sublimé l'ordinaire des vies des gens. Hadji, l'ordinaire absolu des vies de ceux dont les voix ne sont pas entendues, les métayers de l'Alabama. Carver, la vie ordinaire des Américains et tout ce qui vient faire que la vie est une épreuve ou un ensemble de moments critiques qu'il faut surmonter et qui sont soulignés avec beaucoup de délicatesse par l'écrivain. Et c'est un peu la même chose chez Shepard avec des moyens un peu différents, mais il y a quand même une attention tout à fait particulière réservée à ceux dont on n'entend pas la plainte. Oui, mais je dirais que ce sont trois écrivains qui ont écrit ce qu'ils vivaient et vécu ce qu'ils ont écrit. C'est-à-dire que Carver avait demandé à son père, mais sur quoi je peux écrire ? Il lui avait dit, et c'était pour lui, plus tard, il dira le meilleur conseil qu'il ait jamais reçu, tu n'as qu'à écrire sur quelque chose que tu connais. Et je crois que les trois ont écrit simplement sur des choses qu'ils connaissaient. Sam Shepard, les motels, les déplacements, rouler en voiture, des images, des déserts, c'est quelque chose qu'il vit. Il n'invente pas, il le vit. Donc on sent qu'il y a une certaine authenticité à chaque fois. Carver, c'est sa vie qu'il a racontée. La vie des laissés pour compte aux États-Unis, c'était véritablement sa vie, à part à la fin où il a été un peu reconnu. Il s'est un peu sorti de cette classe, mais c'était l'essentiel de sa vie et de son enfance. Pareil pour James Hadji, son récit Loin maintenant les grands hommes, c'est le récit le plus authentique qu'il y ait jamais eu sur ce qu'un écrivain a pu vivre pendant des mois. C'est le reportage le plus puissant, le plus qui pour moi n'a jamais existé. Donc parce qu'il a vécu ça pleinement. Ils vivent les choses pleinement. Ils sont ce qu'ils vivent. Et ce sont aussi, chacun à leur manière, des observateurs extrêmement perspicaces de ce que la vie fait des gens. Oui, et je pense que c'est dans leur style aussi, après dans leur écriture, où il y a quelque chose de très visuel, de très précis, très concis. Ils font des images très fortes et qui rendent compte véritablement de ce qu'ils ont vécu. Parce que s'il n'y a pas l'écriture qui rend compte des images qu'on a eues, des émotions, tout passe par là. Il faut que ces émotions, elles soient traduites, elles soient transfusées dans les mots. Et sont trois immenses écrivains parce qu'ils nous font accéder pleinement à ce qu'ils ont vécu. Alors, la littérature... Et c'est rare. Absolument. C'est très rare. Et si la littérature est un médium de l'émotion, le cinéma en est un également. Ce sont aussi trois écrivains qui, chacun à leur manière, ont une relation avec le cinéma très évidente dans le cas de Sam Shepard, même si on connaît moins, alors qu'on devrait connaître ça par cœur, son travail de scénariste, Paris, Texas. C'est quand même pas rien. Zabriskie Point d'Antonioni, qui venait d'avoir une palme d'or avec Blow Up à Cannes, qui va chercher Shepard pour écrire un scénario en Italie, enfin toute une aventure. Scénario pour un film de Robert Frank, qui est peut-être moins connu, mais qui est un génie, un des plus grands artistes pareil, du XXe siècle. Grand photographe et cinéaste, qui écrit un scénario pour lui avec Allen Ginsberg. Et puis il faut savoir aussi que Shepard a réalisé 2 longs métrages. C'est quand même pas rien de réaliser 2 longs métrages aux États-Unis. Donc oui, il y a un rapport très fort avec le cinéma, ça c'est sûr. Il y a aussi le dernier Wenders, qui est moins bon que Paris, Texas, mais pas mal quand même. Ouais, qui est pas mal. Il a retrouvé Wenders 30 ans plus tard ou 20 ans après pour un film avec Jessica Lange. Donc oui, il y a un rapport très fort au cinéma, mais qui est plus fort dans l'écriture de scénario, par exemple pour Shepard, que ses rôles d'acteur, par exemple. Peut-être à la fin, il a réussi avec un film comme Black Turn, qui a été écrit spécialement pour lui, qui est un hommage, qui est un film qui multiplie les références sur sa propre vie. C'est peut-être avec ce grand rôle-là qu'on l'abandonne, puisqu'après, ce ne sont plus que des petits rôles, même si dans des très bons films comme dans Mud ou des films comme ça. Mais oui, pour Shepard, voilà.
Pour Hadji, oui, il s'est retrouvé, James Hadji, alors 40 ans plus tôt, s'est retrouvé à Hollywood, scénariste à Hollywood, comme pas mal d'écrivains, pour essayer de gagner sa vie. Et tâcheron à Hollywood, il a écrit je ne sais combien de scénarios qui ne sont jamais tournés, évidemment. Et bon, il se trouve que quand même a été tourné La Nuit du Chasseur, qui est rentré dans l'histoire du cinéma comme un film qui est devenu un film culte. Et puis le Houston aussi, qui a eu un grand succès à l'époque, puisqu'il a écrit spécialement pour Bogart et Catherine Hepburn, et ils ont décroché un Oscar, donc ça l'a propulsé un peu comme ça, comme un scénariste. Mais il a écrit aussi d'autres scénarios qui n'ont pas été tournés, notamment un scénario très important pour Charlie Chaplin. Dont il était un ami. Dont il était un des intime, meilleurs amis, un des meilleurs amis, oui. Chaplin adorait Hadji. James Hadji. Et Hadji a aussi écrit un scénario sur la mort de Gauguin. Un scénario de 400 pages magnifique qui rêvait de tourner avec Marlon Brando. Donc oui, ils ont eu des rapports avec le cinéma très très importants. Alors dans le cas de Carver, c'est un peu différent. Carver a été adapté après sa mort par Altman. On peut discuter de l'adaptation. Il a pris une dizaine de nouvelles qu'il a un petit peu brassées pour en faire un film un peu choral, qui a eu un grand succès. Qui a quand même permis de... Et qui a fait connaître Carver dans le monde entier. On s'est dit, mais voilà, oui, ça c'est sûr. Alors le recueil existe, c'est 9 histoires et un poème, qui est un recueil qui a été construit à partir du succès du film d'Altman, mais qui permet quand même lorsqu'on ne connaît pas très bien l'œuvre de Carver, lorsqu'on veut la réviser aussi, d'avoir une sorte de fil rouge au travers de son œuvre qui est quand même assez bouleversant. Moi, je l'ai relu récemment lors d'un aller-retour en train, et je dois dire que ça exerce toujours une fascination. Tais-toi, je t'en prie, ou Une petite douceur, qui est certainement l'un de ses chefs-d'œuvre absolus. On finit la gorge serrée. C'est pas grand-chose, mais ça fait du bien. Ouais. C'est ça. Non, il y a un titre comme ça d'une de ses nouvelles. Aussi, puis Tais-toi, je t'en prie. Tais-toi, je t'en prie, c'est un chef-d'œuvre. Très, très grand chef-d'œuvre. Le cinéma a quand même cette capacité à donner accès à la littérature aujourd'hui. On l'a vu, et ça a fonctionné pour Carver. Comment se fait-il que des grands créateurs de cinéma comme Shepard et Hadji, dans leur travail de scénariste, soient restés finalement dans l'ombre des œuvres sans leur intervention, n'auraient pas été de la même nature? Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je voudrais rebondir. Je pense à tout à fait autre chose, parce qu'on cherchait un peu les points communs, ce qui reliait, et ça me vient comme ça, c'est une évidence, le point commun entre ces trois écrivains. Et ce qui fait aussi que voilà, j'ai été passionné, j'ai voulu m'y intéresser, c'est l'intégrité. On a trois hommes qui, toute leur vie, ne se sont pas vendus. Shepard, il aurait pu devenir une superstar de cinéma. Après l'étoffe des héros, il était en poster de tous les magazines. On lui a proposé des millions de dollars pour faire plein de films. Il a toujours refusé. Parce qu'il disait qu'il voulait être un écrivain, qu'il faisait parfois des films. Et surtout, ne pas être considéré comme un acteur qui faisait parfois des livres, qui ferait parfois des livres. Et toute sa vie, il s'est protégé. Il n'a jamais fait le jeu d'Hollywood. Il n'est même pas allé à la cérémonie des Oscars alors qu'il était nommé. Il est resté chez lui pour travailler, pour écrire. Et toute sa vie, il a tenu comme ça une position que lui-même avait apprise chez Robert Frank, qui est un saint de l'art, un saint de la photographie, un saint du cinéma, qui lui a appris cette intégrité, ne jamais se vendre, pour ne jamais jamais devoir quelque chose, en quelque sorte, ne jamais faire un jeu qu'on ne veut pas jouer. Et Hadji a eu ça toute sa vie. Il a été en lutte contre la société américaine, contre les journaux, contre le libéralisme américain. Il s'est battu toute sa vie. Il en est mort presque, Hadji. Il a passé sa vie à ça. Et je pense que Carver aussi, toute sa vie,
il a même essayé de faire un roman, on lui a fait un roman, un roman, c'est ça qui va te rendre célèbre. Il a essayé, il a trouvé que c'était pas bon. Il a dit, bah non, je fais des nouvelles parce que je ne peux faire que ça et je ne vais pas faire autre chose. Donc voilà, c'est 3 personnes qui, toute leur vie, ont tenu un chemin intègre. Et c'est des positions qui sont aussi rares, faut le souligner. Alors d'une certaine manière, peut-être que cette phrase d'un écrivain très célèbre a pu leur servir de guide de conduite. Ce qu'il faut, c'est écrire une seule phrase vraie. Écris la phrase la plus vraie que tu connaisses et continue à partir de là. Cette phrase, c'est celle d'Hemingway, qui va résonner fort dans l'œuvre de Carver, mais j'ai le sentiment que c'est cette quête-là qui anime James Hadji et Sam Shepard. Ah oui, écrire vrai. Oui, chercher. C'est des gens qui n'ont jamais fabriqué, qui n'ont... Voilà, ils ont... Le matériau, il est sous leurs yeux, donc ils ne vont pas inventer, ils ne vont pas chercher à fabriquer quelque chose. Non, ça doit passer par le vécu. C'est vraiment indispensable pour eux. Enfin, ils ne peuvent pas faire autrement. Le théâtre de Shepard, on ne le connaît pas parce qu'il n'est pas traduit, mais ce sont des drames familiaux où il a puisé véritablement dans sa propre vie pour écrire tout ça. On peut prendre n'importe quel texte de Shepard, on va trouver quelque chose de lui. Parce que, voilà, ça a été vécu et c'est pour ça que ça nous atteint. Alors, d'écrivain en écrivain et d'invité à 1000 pages en invité à 1000 pages, j'en viens à un homme qui a passé quelque temps avec nous il y a 2 semaines, 2-3 semaines, il s'appelle Robert Bobert. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, bien sûr. Ouais, Robert Bobert. Et dans l'un de ses derniers livres, en fait, vous vous croisez sans le savoir autour de James Hadji, puisque dans Par instant, la vie n'est pas sûre, qui est une lettre qu'il adresse à Pierre Dumayet, avec qui il a travaillé plus de 30 ans, à réaliser des films pour la télévision, eh bien, il fait une visite de Louons maintenant les grands hommes, au travers de ce que lui connaît bien comme cinéaste avant d'être écrivain, à savoir l'image et la photographie. Et donc, il va, dans ce livre, passer un petit moment à nous permettre de relire le texte et les photos de Walker Evans qui accompagnent James Hadji. Et voici ce qu'il dit. Ce livre, Louons maintenant les grands hommes, j'y retourne souvent, mais je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à en souligner des passages. Logiquement, après notre premier Lire c'est vivre, c'est l'émission qu'il faisait avec Pierre Dumayet, plus vraisemblablement après la lecture de Je et tu de Martine Buber. Quel a été pour vous le moment où, en lisant Louons maintenant les grands hommes, vous avez pris la décision d'écrire sur James Hadji? Je peux revenir un peu sur cette histoire. C'est mon ami Charles Juliet, je ne sais pas si vous connaissez. C'est lui qui m'a fait lire ce texte parce que ça a toujours été pour lui, il m'en a toujours parlé comme d'un des plus grands chocs de lecture. Et il l'a mis entre les mains parce qu'à l'époque on ne le trouvait même plus, il était épuisé. Et évidemment, je suis rentré dans ce livre et j'ai lu quelque chose que je n'avais jamais lu auparavant. C'est un livre inclassable. C'est un livre à la fois qui est, je sais pas, un document ethnologique, un poème, un psaume. On ne sait pas trop. C'est à la fois Rimbaud et Lévi-Strauss. C'est le livre de la compassion. Et j'ai jamais vu un homme se mettre aussi à nu et toucher le genre humain, parler du genre humain comme Hadji l'a fait. Donc très tôt, évidemment, par cette écriture, encore une fois, c'est une écriture unique, inclassable. Un livre très difficile à lire, faut le dire quand même. Difficile. On a envie de le jeter par terre des fois, d'arrêter, mais on y revient quand même parce qu'on sait qu'on lit quelque chose d'unique. Et évidemment, en lisant, c'est le livre d'un homme de 26 ans. Très en colère. En colère contre le libéralisme américain, de voir ce qu'un homme peut faire subir à un autre au nom de l'économie, au nom du marché, au nom de la marchandise. Et c'est
cette guerre, il rentre en guerre en quelque sorte contre le libéralisme, contre l'inhumanité américaine, va lui faire écrire un livre. Au départ, il était parti pour écrire un livre, un reportage pour un journal, et il va rapporter un livre de 400 pages qu'aucun éditeur ne voudra publier, tellement c'est à charge contre la société américaine. Et évidemment, moi je tombe là-dessus, et je me dis, mais qui est ce type, quoi? Rien en France, on ne pouvait rien avoir, pas savoir quelle avait été sa vie. Et évidemment, tout de suite, je me suis renseigné, j'ai fait des recherches, et j'ai découvert, et ça a été le cas pour les 3 écrivains, que la vie de James Hadji était un roman. Elle était aussi riche que son œuvre, aussi romanesque, aussi peut-être encore plus, et qu'il y avait un personnage d'une épaisseur, d'une profondeur, que j'avais rarement rencontré. Donc il y avait tous les ingrédients avec l'écriture, la sensibilité, une vie incroyable, qui valait la peine de se pencher dessus, de la raconter, de la faire connaître en France, parce que à chaque fois je me dis, mais c'est pas pensable, on ne connaît ni ces œuvres ni ces hommes-là. Et à chaque fois, évidemment, l'œuvre et la vie sont mêlées, sont les 2 faces d'une même médaille. Donc c'est ce qui est passionnant. Et ça a été le cas pour les 3 livres. Alors qu'est-ce qu'on écrit après avoir fréquenté 3 personnages comme Carver, Hadji et Shepard? Certainement un peu autre chose, parce qu'on ne peut pas toujours refaire la même chose, même si je pense que ce sont des livres différents, parce qu'ils sont en quelque sorte adaptés à chaque personnage, quoi. Donc ce sont à la fois une forme différente, peut-être un ton différent. Et il faut trouver autre chose. C'est pas facile quand on travaille sur des œuvres comme ça, sur des gens. Ce sont des rencontres que j'ai faites avec ces gens. Et c'est pas facile de trouver après des choses aussi intenses. Donc il y a des choses qu'il faut laisser venir. Et puis on verra. Alors peut-être des nouvelles. Hein. Tu sais combien j'aime les nouvelles de ce recueil, qui, lorsqu'on les... Qui en germe contiennent les 3 Absolument, livres. qui contiennent les 3 livres. C'était comme une profession de foi, puisqu'on va retrouver Sam Shepard, Cormac McCarthy. C'est ça. Et il y a déjà Carver, c'était déjà dans ma tête tout ça. Alors McCarthy, c'est intéressant aussi, puisque Sam Shepard à Santa Fe avait son bureau d'écriture à côté de celui de Cormac McCarthy. Ouais, très belle rencontre. Ouais. Ils sont devenus Alors amis. ils ne parlaient jamais d'écriture. Non, les grands écrivains ne parlent pas d'écriture entre eux parce qu'ils savent que c'est pas la peine, ce qu'on peut en dire, ils le vivent. Donc ils parlaient plutôt cheval, chien ou femme. Pas dans... Whisky. Il n'y a pas de hiérarchie. Des bêtes sauvages, quoi. Alors si je peux me permettre un compliment qui, à mon sens, vaut pour les 3 livres, moi j'ai finalement, alors que ce sont 3 personnages qui m'intéressent, ils se sont un peu effacés derrière ton travail d'écrivain. Puisque j'ai lu ces livres comme des romans à part entière et pas du tout comme des biographies romanesques. Et ça, je dois dire que c'est pour moi la marque de l'écrivain, celui qui réussit à faire que son sujet s'efface derrière son travail. Donc, et ça, je l'ai retrouvé dans chacun des livres. Et c'est vrai que le ton n'est pas le même dans chacun des livres. Il y a une sorte de ferveur et de colère dans Honorer la fureur qui me semble absolument remarquable et permanente et tenue d'un bout à l'autre. Il y a une mélancolie dans Devenir Carver qui est, à mon sens, vraiment l'un des aspects les plus saillants du livre. Et puis, dans Shepard, il y a cette quête et cette frénésie qui ne le quittera que partiellement et progressivement, qui est née du choc aussi des années 60 et de tout ce qui a été permis à ce moment-là. Et tout ça transparaît parfaitement. Et je dois dire que lorsque un client, tout récemment, me dit « Mais on dit Rodolphe Berry ?» Je lui dis « Oui, peut-être, mais on dit surtout Rodolphe Barry. » Mais il me dit
c'est pas un Américain. Je fais, ben non, c'est un Français. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou des remarques, des appréciations, des réclamations? Oui, comment se fait-il, à votre avis, qu'à part l'Ouest le vrai, qui a été traduit et joué à grand succès dans les années 80, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de traduction et en tout cas de mise en scène des œuvres de Sam Shepard au théâtre? Alors, il y a eu 2-3 pièces simplement traduites. Enfin, moi, L'Ouest le vrai qui a été joué, qui était un peu connu parce qu'elle a été jouée par Bourringer, il y avait Bourringer, Roland Blanche. Donc ça donnait, mais c'était tout petit théâtre aussi. Ouais, il y a eu ça, mais je pense qu'il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas eu de metteur en scène à cette époque qui s'est emparé de Shepard, comme c'est le cas pour des écrivains contemporains. Voilà, qui sont nés par des metteurs en scène importants, qui sont joués, et tout d'un coup, évidemment, tout le monde suit. Et là, il n'y a pas eu de curiosité de la part des... Il y a un manque de curiosité de la part des metteurs en scène. Les éditeurs, n'en parlons pas. Voilà, et depuis, même les dernières pièces de Shepard qui sont jouées, il faut quand même le rappeler, en continu depuis qu'elles ont été créées dans les années 60-70 à New York. À Los Angeles, il est joué dans toutes les grandes villes des États-Unis par les plus grands acteurs. Sam Shepard, il est joué par Sean Penn au théâtre, il est joué maintenant par Joaquin Phoenix. Tous les grands acteurs américains jouent Shepard aux États-Unis et en Angleterre. Et en France, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a personne qui a le truc pour aller chercher ces pièces qui ne sont pas dures à traduire et qui pourraient véritablement voilà, apporter quelque chose. Hein. On découvrirait une œuvre, plus de 50 pièces. Il y a forcément des pièces, alors je ne les connais pas toutes, mais il y a forcément des pièces très intéressantes qui pourraient être jouées par des grands comédiens et mises en scène par des grands metteurs en scène. Mais voilà, je peux pas être sur tous les états. non, mais est-ce qu'à votre avis, c'est parce que il y avait quelque chose de très américain, justement? Est-ce que moi, je les connais pas, à part West le vrai que je connais par cœur, mais c'est la seule. Oui, forcément quelque chose de... Est-ce que c'est quelque chose qui était de l'ordre de l'intraduisible, même si c'est facile à traduire? Oh non, 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 je pense pas. Ce sont des drames familiaux. Il y a toujours quelque chose d'universel. Hein. Pinter lui a été traduit et joué partout, vous voyez. Donc non, je ne sais pas. Alors je pense qu'il y a des comédiens qui pourraient se trouver des rôles, ou des comédiennes se trouver des rôles dans certaines pièces de Shepard. Voilà, il y a de l'or là à aller chercher. Bon. Alors moi, je voulais quand même dire un petit mot de tes éditeurs. Ton éditrice, ton éditeur, c'est un couple. Hein, Emmanuel Boisset Emmanuel et Thierry Boisset. Hein, ils sont mariés au civil. Et ils fêtent cette année les 20 ans de leur maison, qui est une des plus belles maisons indépendantes en France aujourd'hui, qui s'appelle donc Finitude. Et vous montrez aussi ce parti pris, ce goût pour les beaux objets. Ce sont des livres qui sont bien fabriqués et qui, à chaque fois, essayent de dire quelque chose du contenu. Voilà, donc cette ligne tatouée sur la main gauche, bon, ma préférence, c'est celle-là que je trouve vraiment très belle et très forte, Honorer la fureur, Devenir carveur, et enfin, ce petit recueil de nouvelles qui malheureusement est en rupture de stock en ce moment, message lancé à la diffusion qui est présente entre les rands, donc toujours aux éditions Finitude. Et je signale également qu'Honorer la fureur, si vous voulez le découvrir sans trop vous avancer financièrement, eh bien, existe également en poche aux éditions Point. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Rodolphe. Merci, Pascal. Voilà, merci d'avoir fait le voyage jusqu'à nous. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Pour ceux qui le souhaitent, je pense que Rodolphe ne se dérobera pas devant une dédicace. Si vous avez la gentillesse de replier votre chaise sur le côté, nous circulerons mieux. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et merci à David qui a filmé ce soir, qui nous permettra de garder une trace de cette rencontre.
Je vais remettre un peu. Vas-y. Voilà. Je vous remercie Bonne beaucoup, lecture. monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis en train de finir sur Honorer la Fureur. Votre écriture, elle est époustouflante. Hein. Il y a, c'est il y a un gentil. vrai souffle, effectivement, très américain, très cinématographique aussi. Et comment on arrive à, finalement, ne pas se laisser trop imprégner par l'écriture des autres? Que j'avais envie de poser. Parce que C'est quasiment impossible à répondre. Eh Là, ouais. ça va être compliqué. Vous nous dites finalement, il y a une puissance retenue. J'ai beaucoup aimé cette manière de le définir chez un Hadji, chez un Carver, etc. Chez vous, il n'y a pas de puissance retenue. Il y a un vrai souffle. Et c'est du cinéma, votre écriture et ça. Et on part et on est emporté. C'est le but, c'est d'emporter le lecteur. Il faut- Ah mais moi j'arrive pas à lâcher le livre. C'est-à-dire que même en Bah, pleine réunion, c'est je me tout- casse et je vais c'est lire tout- 3 pages. Tout Quoi. l'effort, c'est ça, c'est d'emporter le lecteur, C'est hallucinant l'effet que de ça lui fait. faire Ouais. vivre une expérience qui est celle de Shepard ou celle d'Adji. C'est C'est important incroyable. pour moi. Donc, à la fin du livre, vous ayez fait une rencontre et aussi Ah ouais. l'impression d'avoir vécu quelque chose, On est dans le train. d'avoir fait c'est-à-dire l'expérience de on quelque est, chose. on est là-dedans. Ouais. Et ben, Et sa merci folie, parce que on la c'est- vit, c'est ce et que c'est- j'essaye de faire. Et c'est Hein. c'est très lié à votre phrase. Enfin, c'est très clair, hein, vraiment. Vivant, concis, direct. Le rythme, beaucoup important, très important. Ah, le il y a- rythme, il y a toujours rythme. trouver. Voilà pour Séverine. Merci Rodolphe. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Selon vous, sur le... Bourget de connaissance de soi.